et messieurs, bonjour à vous tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Donc, quels sont les faits saillants? Des appareils de dialyse reçus par le ministère de la Santé. Également dans l'actualité, Washington et Londres interdisent les PC en cabine sur des vols venant du Moyen-Orient. Mais sachez d'abord que le chef de l'État, Ismaël Marguelé, a adressé un message de félicitations à son homologue tunisien. Le président de la République, Ismaël Marguelé, a adressé hier mardi un message de félicitations à son homologue tunisien, Beji El Essebsi, dont le pays donc célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formulé ses vœux de santé et de bonheur à M. Essebsi, ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple frère et ami de Tunisie. Soyez sûr donc, a indiqué le chef de l'État Ismaël Marguelé, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple djiboutien tous les concours nécessaires au renforcement des relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux pays et les deux peuples frères, a écrit le président Guelleh. A noter aussi que des messages similaires ont été envoyés aujourd'hui au président pakistanais Mamnoun Hussein et au président irlandais Michael Higgins à l'occasion de la célébration des fêtes nationales de ces deux pays. C'était dans le titre. Le ministre de la Santé, le docteur Jordama Elmi Okiye, a réceptionné ce matin donc à l'hôpital général Pelletier un don de matériel pour la dialyse offert par Douane Al-Zaka. Ce matériel d'une valeur de 30 millions de nos francs renforcera le centre de dialyse de l'hôpital. Au total, donc, 10 machines pour la dialyse et des kits de traitement d'eau pour produire de l'eau propre ont été remis au département de la santé. Outre le ministre de la Santé, le docteur Jamael Moukiye, la cérémonie de réception s'est déroulée en présence du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf Moumin Hassan, le président du conseil d'administration du Douane Al-Zaka et le directeur général de l'hôpital général Pelletier. Suite à la réception de ces équipements, les deux ministres ont rendu visite les patients dialysés et qui ont besoin d'un renouvellement régulier de leur sang du fait qu'ils connaissent des problèmes de santé pour non-fonctionnement de leurs reins, problème connu sous le terme d'insuffisance rénale. Précisons que cette opération de dialyse est assurée par des équipements de pointe. Les médecins et infirmiers sont en outre en permanence aux côtés des patients pour leur apporter réconfort moral et soutien psychologique. Ces patients, souvent inquiets du fait qu'ils sont obligés de répéter ces séances pour rester en vie. La dialyse est un traitement de suppléance qui n'assure qu'incomplètement le remplacement de la fonction rénale. La dialyse débarrasse le sang des déchets et de l'eau accumulée en excès dans le corps. La patiente donc est contrainte donc de se soumettre aux séances de dialyse à un régime alimentaire strict, limité notamment en apport d'eau, de sel, de potassium et de phosphore. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf a indiqué que les patients ont toujours besoin de soutien lorsqu'ils connaissent des insuffisances rénales. Le gouvernement s'est donné donc cette obligation de soigner gratuitement les patients qui ont désormais plus de chances de survie et ne partent plus à l'étranger. Le ministre a exprimé ses remerciements à l'endroit des responsables du Douane Al-Zaka, car depuis la création de cette fondation par décret présidentiel du chef de l'État Ismaël Marguelé, celle-ci œuvre utile en faveur des pauvres et des nécessiteux au nom de la charité qui fait partie des 5 piliers de l'islam.
Dans son mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé, Jama El-Meouki, a pour sa part remercié son collègue du ministère des Biens WARF ainsi que les responsables du Douane al-Zaka pour ce précieux don de plus de 30 millions de nos francs, car il faut rappeler que l'insuffisance rénale nécessite un traitement de suppléance qui assure le mieux possible le remplacement du fonctionnement des reins. Elle débarrasse le sang des déchets, a-t-il indiqué, indésirables accumulés dans le corps à travers le sang. Grâce à ces machines de dialyse, l'insuffisance rénale est traitée à temps et la maladie n'est plus mortelle, a indiqué le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meouki. Il a donc conclu ses propos en remerciant énormément le ministère des Biens WARF. Autre actualité de ce 15 heures, à l'instar du monde, la République de Djibouti a célébré la journée de l'eau. Cette cérémonie a eu lieu à la nouvelle station d'épuration de Douda. Le thème retenu cette année évoque la nécessité de valoriser et réutiliser les eaux usées. La journée a été organisée conjointement par le ministère de l'Agriculture, de l'eau et de l'élevage et l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'ONEAD. La station d'épuration est synonyme de progrès pour la santé humaine et de la préservation de la biodiversité. L'objectif du traitement des eaux usées est de réduire l'impact des eaux usées sur l'environnement. La station va produire un volume journalier de 3700 mètres cubes d'eau utilisée à des fins agricoles. Cette station d'épuration est une installation moderne et est équipée donc d'un matériel de dernière génération qui comprend 2 bassins biologiques cumulés de 300 mètres cubes et 2 clarificateurs d'une capacité totale de 2160 mètres cubes et un laboratoire ultra moderne. Ce projet donc est financé par l'Union européenne à hauteur de 13 millions d'euros. L'épuration que vous avez vu aujourd'hui, on a financé ça pour 12 millions. Et ici, c'est une annexe. Tous les produits du station sont utilisés ici, l'eau pour les agriculteurs. Vous voyez les serres derrière nous, il y a 40 salles, il y a une fondation pour les agriculteurs ici de Douda. Ils vont être capables, grâce à l'eau et grâce des produits de fertilisation, pour vendre leurs produits. Et il y a 40... ils ont créé une coopération où ils ont choisi récemment, je crois, le président. Et ce sont des agriculteurs, plus de 25 ans, qui habitent ici à Douda, qui étaient en chômage. Moi, je trouve que c'est un très bon projet. Et pour sa part, le directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad, qui a assisté à cette cérémonie, s'est exprimé en ces termes. C'était la journée mondiale de l'eau, comme chaque année bien sûr, cette année. Donc le thème principal c'est la réutilisation des eaux, justement. Et là c'est un projet type qui est donc la réutilisation des eaux usées de la station Douda, mis en service depuis des ans et financé grâce à un don de notre partenaire, donc l'Union européenne, sur laquelle également nous comptons pour financer la suite de l'extension de cette station. Et ici, c'est un périmètre agricole géré par une coopérative de 40 agriculteurs qui vont bénéficier donc de l'eau traitée de très bonne qualité qui permettra le développement donc, agricole de cette zone et des retombées économiques importantes également pour les populations de cette région. Pour le futur, comme vous savez, nous avons des ressources en eau supplémentaires qui doivent provenir donc, de l'Éthiopie et puis du dessalement, bien sûr, avec l'Union européenne. Et nous comptons développer donc, la capacité de traitement de cette station et en réaliser une autre à Balbala pour faire exactement la même chose. Donc traiter les eaux de Balbala sur Balbala et Djibouti à Djibouti et augmenter. Donc au fur et à mesure que la production d'eau augmente, les stations de traitement vont être augmentées parallèlement. Il y a une production donc importante d'agricole. On va développer autant que possible avec nos collègues de l'agriculture, bien sûr, les périmètres irrigués comme celle-ci. Nous avons également en étude donc, des projets de réutilisation agricole, mais ensuite également de production d'énergie. Ils sont actuellement en phase d'étude. Il y a toute une gamme, et la réutilisation des bouts de la station de traitement, il y a toute une variété d'utilisations possibles donc, de tout ce qui sort de la station de traitement. Et tous ces projets vont être possibles justement grâce à la station comme celle que vous avez visitée aujourd'hui.
Et enfin, le ministre de l'Agriculture chargé de l'eau et de la pêche, Mohamed Ahmed Awale, qui s'est exprimé donc dans le cadre de la journée internationale de l'eau, s'est exprimé en ces termes aussi. La République de Djibouti, à l'instar des autres pays du monde, va célébrer le mercredi 22 mars la journée mondiale de l'eau. Le thème choisi cette année, c'est les eaux usées. Pour une raison de commodité, nous avons voulu combiner cette journée de l'eau avec la journée mondiale des écosystèmes des forêts. Pourquoi les écosystèmes des forêts ont été célébrés le 21 mars 2017. Pour Djibouti, on a voulu combiner les deux pour une raison de commodité, parce que nous allons fêter sur un même site où il y a l'écosystème des mangroves, qui font partie des écosystèmes forestiers, et où il y a aussi la réutilisation agricole des eaux usées à des fins agronomiques. C'est le site de la Douda où toutes les conditions sont réunies. Comme vous le savez, le cycle de l'eau, l'eau que vous connaissez, c'est une source de vie, mais lorsqu'elle devient eau usée, elle devient source de maladie. Et cette source de maladie, il ne faut pas rester observateur et spectateur. Il faut que l'homme parvienne à la transformer pour qu'elle ne soit pas source de maladie. Et au lieu de jeter les eaux traitées, dépolluées de toute pathogène, on peut le réutiliser. Le périmètre des eaux usées qui est en cours d'installation, il y aura 40 agriculteurs qui vont bénéficier dans une première phase. Ils vont utiliser les eaux usées traitées de la ville de Djibouti pour faire des cultures maraîchères sous serre et en plein champ afin de produire des légumes et des fruits pour déverser sur le marché de Djibouti dans le cadre de la réduction de la dépendance alimentaire. L'excédent d'effluents qui va rester, on l'utilise pour alimenter en eau moins salée les mangroves qui sont situées à la Douda. Et ces mangroves, Dieu sait, c'est une forêt non seulement de protection du littoral de l'érosion, mais aussi c'est un lieu de refuge pour les crustacés, à savoir les palourdes, les crabes, les huîtres et les œufs de poisson. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour la sécurité alimentaire. Nous sommes en train aujourd'hui de développer à côté de la Douda, sur le même littoral, un élevage industriel de crabes. Et nous allons également, dans la région nord, dans la région de Korangar, développer l'élevage artisanal des palourdes. Les palourdes qui sont enfouies dans le sol jusqu'à 5-6 cm, mais qui sont nichées au niveau des mangroves. Et là, nous allons développer, c'est une porte d'entrée pour nous, parce que les nomades de Korangar connaissent comment collecter, comment élever les palourdes, et ils ont l'habitude de consommer les palourdes depuis une centaine d'années. C'est par là que nous allons entrer le développement de l'élevage des crustacés, de l'aquaculture par cette entrée, et ce projet va démarrer très prochainement. Quant à celui du crabe, dont nous ne sommes pas friands consommateurs djiboutiens, c'est pour l'export que ça a été destiné, mais Djibouti, la mentalité va changer culturelle,
et nous allons aussi le consommer dans le futur. Je vous remercie. Toujours aux nouvelles nationales, une cérémonie de réception de fin de travaux de construction et d'amélioration des voies 39 et 44 au quartier 7 a eu lieu ce matin au centre de développement communautaire de ce quartier de la capitale. On prépare la cérémonie le ministre des Finances et de l'économie, Ilyas Moussa Douale, le ministre des Transports et l'équipement, Mohamed Abdel Kader, de la secrétaire d'État chargée de la solidarité, Mouna Adan, le maire de la capitale, Fatouma Ousmane, le nouveau président de la commune de Boula Aous, le préfet adjoint, Abdi Hassan, le directeur de la DDS, Mahdi, et les nombreux invités de ce quartier 7. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, a indiqué que les travaux de construction et d'amélioration des voies routières du quartier 7, c'est donc la route 39 et 44, ont été financés par la Banque mondiale à travers l'ADDS, l'agence djiboutienne de développement social. Ce projet donc a coûté quelques 284 millions de nos francs et les travaux ont duré 15 mois et ont permis donc à quelques 300 jeunes du quartier 7 d'en bénéficier en trouvant du travail. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samiré, se trouve à Genève où il prend part aux travaux de la 329e session du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui doit se poursuivre jusqu'au 24 mars prochain. Le ministre a été accompagné de Mme Ikram Awale Farah, directrice du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Ont également assisté aux séances plénières du Conseil d'administration Khadra Ahmed Hassan, l'ambassadrice de Djibouti en Suisse et représentante permanente auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève. Jama Mahmoud Ali, conseiller également auprès de l'ambassade de Djibouti en Suisse. La session donc doit examiner entre autres le rapport du président de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations internationales du travail. Autre actualité de ce 15 heures, rapprocher la télévision des citoyens, c'est notre grand objectif de cette roulotte. On a fait donc au cours de sa tournée, une équipe de techniciens de la RTD était chargée donc de l'installation des décodeurs de la télévision numérique terrestre, la TNT, qui permet au public des régions visitées de recevoir en haute définition ou HD le programme de la télévision nationale. Une équipe de reporters a suivi les techniciens chargés des installations du bouquet TNT. Dès le matin, des équipes de techniciens sillonnent la ville. Ici, à Ali Sabié, comme à Dikil, Obok et Tadjoura auparavant, pour installer chez les particuliers qui en font la demande les décodeurs de la télévision numérique terrestre. Un bouquet qui permet aux populations des régions de suivre gratuitement 15 chaînes, dont 7 chaînes nationales et 8 chaînes régionales et internationales, comme nous l'explique ici le responsable de l'équipe TNT. Une équipe technique a pu réaliser dans l'ensemble de la région, à savoir Obok, Tadjoura, Dikil et aujourd'hui Ali Sabié. Durant notre long trajet, nous avons fait bénéficier l'ensemble de la population de cette sous-région l'installation rapide de la TNT pour pouvoir bénéficier de nos chaînes télévisuelles nationales. La population de cette région ont pu acquérir l'ensemble des décodeurs et bénéficier d'une installation gratuite. L'engouement de la population a démontré le bien fondé de cette opération. En effet, l'équipe technique n'a aucun répit face à la demande. Cette équipe doit effectuer une course contre la montre afin de répondre à la demande des populations des régions visitées. Après cette opération, la RTD a réussi à combler le fossé numérique qui, sous d'autres cieux, sépare riches et moins riches, et ceci grâce au progrès technologique que la RTD a su mettre à profit.
Avec le décodeur TNT, nous suivons gratuitement les bouquets de l'RTD, composés de 15 chaînes à notre définition. L'intérêt de ces bouquets, c'est qu'il nous permet de regarder une gamme de programmes variés, parce qu'ils combinent divertissement, programmes pour jeunes, émissions religieuses, sport et information. Comme c'est déjà fait durant notre traversée à travers le reste des régions comme Obok, Tadjoura et Dikil, Télé-Djibouti met à profit son 50e anniversaire de la télévision, une présentation sous forme de stand, son matériel ancien et moderne, ses différents métiers comme le journalisme, le montage, la prise de son, la réalisation, l'infographie, la transmission satellitaire ou autre. Cette exposition est surtout destinée à assurer la curiosité des jeunes étudiants des collèges et lycées d'Ali Sabié en vue peut-être de les inciter à suivre une carrière au sein des médias. Voici une visite guidée de nos stands. Après Dikil, la roulotte RTD 50e s'est rendue à Ali Sabié pour poursuivre ses commémorations et festivités. Parmi la série de programmes mis sur pied par la RTD figure en bonne place le mini-musée ou exposition à ciel ouvert qui accueille dans chaque région les élèves des différents établissements scolaires de la région visitée. Dès leur arrivée sur le site d'exposition, les jeunes écoliers et étudiants ont pu découvrir les différentes installations de la télévision, retraçant son histoire depuis ses origines en mars 1967 à nos jours en mars 2017. Et c'est tôt dans la matinée que les Assadjoug se sont rués sur la place de la préfecture, où la roulotte de la RTD a pris ses quartiers. Ils ont ainsi pu entamer la visite des différents stands érigés à cet effet par la production et ont ainsi pu découvrir, entre autres, la toute première caméra utilisée peu après le lancement de la télévision en 1967, ainsi que la toute dernière récemment acquise. C'est elle qui a filmé les premières images qu'on a diffusées à la télévision. Ces visiteurs ont aussi pu découvrir et admirer le travail d'une équipe de reportage. Faire un reportage, d'abord on va sur le terrain, on fait un repérage, on se documente. Ces jeunes ont découvert qu'avant chaque diffusion d'un sujet info ou dans le programme, les images étaient toujours traitées au préalable par le service montage. Le montage, c'est l'ensemble des techniques consistant à donner forme et de cohérence à une vidéo. Durant cette exposition à ciel ouvert et ces visites guidées des différents stands, ces jeunes Assadjoug ont également expérimenté, toujours dans le domaine de l'audiovisuel, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, l'éthique. Donc aujourd'hui, la télévision, tout est numérique, c'est-à-dire informatisé. Ainsi que la confection d'un programme radiophonique. La radio est composée de trois. Une partie, la première partie, c'est les studios, c'est là où on présente les journaux. C'est qu'un composé d'un vidéo et d'un mixeur, d'un manager vidéo, qu'on puisse changer les images. Vous voyez? J'ai changé l'image. Et la télé aussi a changé. Je change encore. Vous voyez? Je change encore. Ils ont également assisté à la démonstration des différents moyens et modes de transmission de la télévision utilisés durant ces 50 dernières années. Vous racheminez le signal chez vous. Les récepteurs, c'est simplement la radio, la télévision, c'est des récepteurs. Le décodeur, c'est des récepteurs.
Je vais vous raconter comment ça se passe, comment on présente le journal, comment on fait le journal pour la télé. Cette journée d'exposition, la 4e du genre, restera certainement gravée dans la mémoire de ces jeunes étudiants de la région d'Ali-Sabié, car ils auront eu l'occasion de découvrir la RTD côté coulisses. Un privilège qui aura peut-être permis de germer chez certains de ces élèves l'envie de faire un jour du journalisme leur métier. Je m'appelle Assou Mohamed Salah. Je suis en classe de 8e 9 dans l'établissement d'Ali-Sabié. Mais je suis très content. Il y a plusieurs caméras qui existent. À l'époque, il y avait de différentes caméras. Il y a des YouTube en train de développer plus en plus. Et je vais devenir un président. Et nous leur souhaitons bonne chance à ces étudiants. Autre actualité aussi, réaliser une émission en direct hors des studios est un défi technique qui implique la mobilisation d'un nombre important de techniciens qualifiés et de matériel de production et de diffusion de pointe. Les impératifs d'un direct sont énormes. C'est ce que nous allons vous démontrer pour que vous ayez une idée sur comment se prépare et agit une équipe de la RTD chargée de retransmettre en direct une émission donnée. Nous avons opté donc pour faire cette démonstration de réaliser ce document filmé sur la cérémonie de lancement de la nouvelle zone franche de PK23. Pour préparer la retransmission d'un direct, ce qui signifie montrer aux milliers de téléspectateurs le déroulement d'un événement donné à l'instant précis où ce même événement se déroule implique une bonne préparation, une parfaite coordination où tous les détails sont minutieusement examinés. Tout démarre d'une décision prise par la direction de la RTD ou par le responsable du service programme du fait que cela implique une grande mobilisation en ressources humaines, beaucoup de moyens techniques et des dépenses financières. Les responsables des différents services techniques, information, logistique et finances sont vite avertis. Quand il y a des déplacements à l'extérieur de Djibouti, là aussi donc, il y a des fonds qui sont mobilisés, tantôt pour le déplacement, tantôt pour tous les frais qui seront nécessaires donc, au bon déroulement de cette mission. Pour ces missions, la RTD prévoit toujours donc, un appui financier pour les populations locales de ces régions, en plus de tout ce qui est couverture des frais logistiques et de son personnel chargé de la technicité. L'aspect du rafraîchissement et du ravitaillement du personnel qui sera en déplacement n'est pas négligé. Ce soir, nous avons une émission en direct et mon travail consiste à préparer tout ce qui est attrait au ravitaillement du personnel de la RTD. En plus du ravitaillement destiné aux agents de la RTD, techniciens et journalistes, il faut également penser à ne pas oublier l'aide alimentaire prévue pour les populations des régions et des localités où a lieu l'événement retransmis en direct. Soulignons également que nous rémunérons les locales de dites localités. Vient le moment de vérité où l'équipe chargée d'assurer le direct sera mise à l'épreuve. On commence par embarquer sur de nombreux véhicules 4x4 les équipements et les matériels dont certains sont très coûteux et sensibles pour l'organisation de l'événement. Une longue journée attend ces hommes où force, intelligence et endurance sont indissociables. Quand on se déplace, il faut un moyen logistique important et un moyen de transport pour acheminer d'une part le matériel et les différents accessoires techniques et audiovisuels ainsi que le personnel. Car nous retransportons les événements en direct depuis des localités très éloignées. Le travail d'équipe, c'est la devise de ces hommes qui, dans quelques heures, se rendront à PK23, le lieu où se déroulera l'événement et d'où partira le signal ou faisceau radioélectrique qui transportera l'image et le son.
cortège chargé de retransmettre en direct l'événement depuis la localité de PK23 se met à rouler. Pour toute retransmission en direct, quel que soit l'événement, il faut beaucoup de moyens logistiques notamment. Il faut déplacer les différents accessoires, les machinistes qui travaillent sur les différents matériels techniques, et également le matériel audiovisuel, ainsi que les véhicules les transportant et qui doivent être donc mobilisés. Comme nous nous déplaçons sur des sites parfois très éloignés, nous devons contrôler minutieusement tous les matériels pour contrevenir à tout manquement. L'équipe de production, quant à elle, a commencé à tirer et connecter les différents câbles qui assureront le lien entre les caméras filmant l'événement et le car régie. À l'intérieur de ce car dit régie mobile se trouvent tous les instruments technologiques qui permettront de réaliser l'émission et d'envoyer les images vers le siège principal de la RTD. Cette retransmission sera faite par ce parabole appelé Flyaway qui transmettra les images via le satellite Arabsat. La radio-télévision dispose d'un canal spécial payant qui lui permet 24 heures durant d'utiliser ce moyen de communication performant. À partir de PK23, le signal ascendant est ainsi émis et le signal descendant recueilli par la régie principale de la maison mère. Ce signal est ensuite diffusé dans les chaînes choisies. Il revient à chaque technicien de vérifier toutes les étapes du processus de tournage, de réalisation et de diffusion. Ces derniers restent en contact permanent et pratiquement stressés afin de parvenir à assurer une retransmission réussie. Est-ce que vous avez reçu les signaux? Est-ce que l'image et le son sont de qualité? Oui, bien reçu. Nous avons bel et bien reçu les signaux. Nous avons également des images et un son de bonne qualité. Pour chaque retransmission en direct, il y a 3 étapes essentielles. L'étape production, l'étape transmission et enfin l'étape réception. Cela nécessite donc une vigilance sans faille. Nous devons nous assurer que chaque équipe est bien en place et qu'elle est prête à remplir sa tâche, à savoir la production, la transmission et la réception. Il y a ce qu'on appelle le stress du direct, dû en général par l'appréhension et la crainte d'une éventuelle défaillance technique. Nous devrons faire preuve d'une grande vigilance. Nous devrons donc effectuer un test avant tout envoi d'un signal. À l'intérieur du car régie, le réalisateur reçoit toutes les images, celles qui viennent des différentes caméras. Il le sélectionne avant de le retransmettre en direct à la RTD. C'est lui qui met en scène les séquences audio-vidéo sélectionnées. Ces plans ou séquences seront suivis par les téléspectateurs. Tout le travail réalisé par l'équipe de production à PK23 se résume en un signal radioélectrique qui transporte les images et le son jusqu'au studio de la TNT, la télévision numérique terrestre, chargée de la diffusion des émissions dans les différentes chaînes. Ici, c'est le service de transmission numérique terrestre appelé TNT. C'est en quelque sorte le poumon de l'établissement de la radio-télévision djiboutienne. C'est le noyau, le cœur, où sont stockés sous forme de fichiers l'ensemble du programme tout genre et de toute langue qui doit être diffusé. Il faut savoir aussi que tous les signaux, quelle que soit leur provenance, arrivent ici et sont ensuite répartis ou dispatchés sur les différentes chaînes concernées. Nous avons pour l'instant au total 7 chaînes où sont mises en onde tous les programmes et émissions reçus sous forme de signal. Les émissions que nous suivons assis sur notre canapé nécessitent une belle prouesse technique et un travail ardu. Ces efforts réclament beaucoup de savoir-faire technique et d'une bonne maîtrise des équipements de pointe d'une station de radio-télévision. Et bien donc, avant de poursuivre notre journal, c'est l'heure de l'appel à la prière à l'As.
Retour au studio donc, et parmi les métiers de l'audiovisuel, il y a un bon nombre d'entre eux qui sont souvent un peu ou pas connus du public. Celui de machiniste par exemple, c'est dans cette optique et pour mieux vous faire découvrir les coulisses de la télévision que nous avons donc vous proposé d'aller au devant de ces hommes de l'ombre mais vital pour le bon fonctionnement des différentes installations et leur mise en place au cours des divers tournages télévisés. Voici un reportage consacré aux machinistes. Lorsqu'une retransmission en direct d'une production donnée est prévue à l'extérieur de la RTD, c'est-à-dire dans les régions ou les localités éloignées du pays, ici il s'agit bien sûr de la célébration du 50e anniversaire de l'existence de la RTD, plusieurs équipes entrent en scène en tête de peloton, la cellule de câblage et de maintenance spécialisée dans la préparation de tout ce qui précède la réalisation d'un événement en direct hors de le studio. Phase 1. Acheminement de l'équipement et des moyens de production, entre autres cars, podiums et divers accessoires. Ici, sur le site où auront lieu le décompte des élections communales et régionales dans 3 jours. Nous allons donc installer les structures servant de support à l'éclairage ainsi que le décor. Aujourd'hui, il ne manque personne. Lorsqu'il y a du direct en cours, techniciens, ouvriers, journalistes, réalisateurs ou autres sont mobilisés et à pied d'œuvre. Tous travaillent en communion et effectuent les travaux dans un esprit de solidarité. Phase 2. Le montage sur place des structures servant de support à l'éclairage ainsi que l'installation du strat, de la scène et du plateau télé. Phase 3. Le câblage du plateau à la régie mobile, la disposition des caméras et l'installation du micro ainsi que de la grue pour prendre les vues aériennes. Nous devons effectuer une dizaine d'installations sans inclure les installations relatives aux informations proprement dites. Sans oublier de contrôler et de tester si les signaux sont entièrement arrivés au quart de la régie. Et c'est après cette série de préparations que le programme est enfin lancé. Cette réalisation aura mobilisé une centaine d'agents, tout corps de métier confondus, et à pied d'œuvre pour 112 heures d'affilée. Une fois le programme achevé, les équipes ont seulement 3 heures pour démonter le tout et rentrer au barcail. Et c'est malgré la fatigue, alors qu'il a fallu 48 heures pour le montage et installation du début, reconnaissant que c'est une prouesse que seuls les hommes du média et techniciens aguerris réalisent. C'est un magazine réalisé donc par la rédaction et ce dans le cadre du 50e anniversaire de la télévision. Dans l'actualité internationale, Washington et Londres interdisent les PC en cabine sur des vols venant du Moyen-Orient. Les passagers de certains vols à destination des États-Unis n'auront plus le droit d'embarquer en cabine avec des appareils électroniques plus grands qu'un smartphone. C'est ce qu'a annoncé donc hier la Maison-Blanche. Londres a pris une décision similaire invoquant un risque d'attentat terroriste. L'administration Trump a annoncé donc hier l'interdiction d'embarquer avec les tablettes et les ordinateurs portables en cabine sur tous les vols de 9 compagnies aériennes en provenance de 8 pays du Moyen-Orient vers les États-Unis. Londres a suivi son allié américain en interdisant également les ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les vols de 14 compagnies aériennes en provenance du Liban et de la Jordanie, de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Des responsables américains avaient indiqué que des compagnies aussi célèbres que Qatar Airways, Emirates ou Turkish Airlines opérant des vols directs vers les États-Unis avaient 4 jours à compter de ce mardi pour interdire à leurs passagers d'embarquer avec des appareils électroniques plus gros qu'un smartphone. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques minutes. C'est le Focus. C'est des focus Samata Saïd sur le plateau. Bonjour Samata. Bonjour Ali, donc bonjour avec à vous. La famine en Somalie, l'aide d'urgence de
millions de dollars débloqués par l'Organisation des Nations Unies pour la Somalie. Oui, Ali. Bonjour à vous et merci, Ali. Les Nations Unies ont approuvé un prêt d'urgence de 22 millions, comme vous venez d'indiquer, Ali, de dollars, soit plus de 20 millions et 3 millions d'euros. 20 millions,3 millions d'euros en vue d'éviter une nouvelle famine en Somalie. Un pays de nouveau frappé par une grave sécheresse, a annoncé mardi l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation, l'agriculture, autrement dit la FAO. Les fonds internationaux, la centrale d'intervention d'urgence de l'ONU a décidé de faire distribuer cette somme sous forme de prêt par la FAO dans un pays qui est en proie aux violences d'islamistes et Chebab. 5 ans après une famine qui avait fait au moins 268 000 morts, le nouveau président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, a qualifié le mois dernier de catastrophe nationale. La grave sécheresse qui a ravagé son pays, l'Organisation mondiale de la santé, autrement dit l'OMS, estime plus de 6,2 millions de Somaliens, la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont un près de 3 millions qui souffrent de la faim selon la FAO. Les fonds doivent aider les communautés rurales les plus touchées et selon les secrétaires généraux adjoints aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Stéphane O'Brien, qui s'inscrivent dans les efforts pour éviter une catastrophe humanitaire. Le prêt va permettre à la FAO de sauver immédiatement des vies et des moyens de substances cultivateurs et élevateurs jusqu'à la réception des fonds des donateurs, a ajouté le responsable, alors que la prévision sur une arrivée prochaine des pluies sont pessimistes. Les Nations Unies réclament à la communauté internationale soit plus de 4,4 milliards de dollars d'ici juillet pour faire face à la faim et à la famine qui menace plus de 20 millions de personnes en Somalie, au Sud-Soudan, au Nigeria et au Yémen. Merci donc Samatar pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.